On va demander à Marc-André Sellos de nous rejoindre. Je crois qu'il est un micro, il est équipé. Il est prêt, il nous fait le plaisir de venir nous rejoindre à Elne ce matin, Marc-André. Merci. Donc, tout ça, de toute façon, Conrad, on est d'accord que dans agroécologie, il y a eau quand même. Hein, Marc-André, merci. Il y a même plusieurs eaux, justement, au moins 2. Alors, oui, le sol, c'est l'eau. Il faut réaliser, et ce sera mon premier point, ce que furent les écosystèmes terrestres avant qu'il y ait du sol. Il y avait de vagues croûtes de bactéries, un peu comme on a sur les façades aujourd'hui, parce que là, le sol n'arrive pas à s'accrocher, ou sur les falaises, ce qu'on appelait des biofilms. Et ces trucs-là, dès qu'ils devenaient un peu épais, pof, ils étaient emmenés par la pluie. Et donc, entre deux pluies, il y avait rien, il y avait que la roche, quoi, avec une petite croûte de microbes, ça retient pas beaucoup d'eau, ça. Et finalement, quand les plantes sont devenues terrestres, alliées avec des champignons, puisqu'en fait, c'est le couple qui est sorti de l'eau, c'est ces champignons qui maintenant sont les champignons mycorhiziens, eh bien, on a eu à la fois les champignons qui ont été aidés par les plantes pour attaquer la roche, on a eu les débris de plantes qui se sont accumulés, les racines et les filaments de champignons qui ont retenu tout ça, on a vu apparaître le sol, et le sol, il retient l'eau. Et d'ailleurs, ça accélère d'ailleurs l'altération des roches, ce qui fait que le sol altère beaucoup plus vite les roches. Et donc, on a vu la capacité du sol à retenir l'eau, et finalement, on a vu apparaître un milieu terrestre, un endroit où on peut vivre quand on a vraiment beaucoup besoin d'eau. Et d'ailleurs, il y a des organismes qui sont sortis de la mer à ce moment-là, parce que tous nos ancêtres sont marins, parce qu'il y a beaucoup d'organismes dans le sol, dont les ancêtres vivaient à la surface du sol. Pensez à la taupe, par exemple, ou à un certain nombre d'insectes. Leurs ancêtres vivaient à la surface du sol, et maintenant il y a certains insectes, et puis les taupes parmi les mammifères, qui ont colonisé secondairement les sols. Oui, mais il y a aussi dans le sol des organismes qui sont directement sortis de l'eau, parce que leur mode d'organisation fait que de toute façon ils peuvent pas vivre à l'air libre, c'est trop desséchant pour eux, mais dans le sol ils peuvent y vivre. Alors je sais pas si vous voyez à qui je pense. Un grand groupe d'organismes qui est sorti directement de l'eau et donc qui n'a aucun représentant, qui vivent à la surface du sol, mais qui ne peut vivre que dans le sol parce que là, il y a assez d'eau retenue pour qu'ils se dessèchent pas. C'est les vers, oui. Et puis il y a aussi les pauropodes et un certain nombre d'autres petits micro-animaux qui sont trop petits pour être connus visuellement dans les sols et qui n'ont pas d'équivalent terrestre. Donc quand on vous dit pauropodes, il n'y a pas grand-chose, parce que, on les a pas vus, vous et moi, on les a pas vus, sauf sous la bino. Voilà, alors il faut bien réaliser que d'ailleurs ce qui vit dans le sol a besoin de beaucoup plus d'eau et d'une ambiance avec beaucoup plus de vapeur d'eau, pas forcément que de l'eau liquide, aussi de la vapeur d'eau, que ce qui vit en surface. Et souvent, je m'énerve contre mes étudiants en salle de travaux pratiques parce que on a sorti des racines mycorhizées du sol, ou des racines, des choses, ou des animaux du sol qu'on veut observer. Et alors ils sortent du sol, ils papotent avec leurs voisins, ils sortent leur trousse à dissection, ils papotent avec leurs voisins, et puis ils commencent à attaquer l'échantillon, et l'échantillon est tout sec. Parce qu'il y a dans le sol des tas de choses qui ne supportent pas de vivre à l'air libre. Donc le sol, c'est l'eau. Dès l'origine, c'est quelque chose qui a amené de l'eau sur Terre parce que c'est capable de le retenir. En fait, il faut que vous réalisiez comment le cycle de l'eau a changé quand les sols sont apparus. Avant, nos paysages ressemblaient vous savez, au ruissellement qu'on a sur les plages à marée basse. On avait des débris minéraux qui étaient entraînés, ou alors à des oueds, si vous voulez. Et ces débris étaient charriés, puis quand la lame d'eau était passée après la pluie, ils étaient déposés, puis repris et recharriés, puis ils arrivaient lentement à la mer. Vous aviez des cours d'eau qui étaient... On les a fossilisés, ces cours d'eau d'avant. C'est pas des cours d'eau, en fait, c'est comme les oueds, c'est des trucs qui serpentent, qui changent de lit à chaque pluie, qui changent de direction à chaque pluie. L'équivalent des chenaux d'écoulement de l'eau de la plage à marée basse. Ça, c'était les écosystèmes terrestres. Et l'eau, elle pleuvait, et hop, elle décapait tout ce qu'elle pouvait en partant selon la pente. Quand les sols sont apparus, il est apparu une sorte de salle d'attente. Parce que les sols, ils retiennent l'eau. Et puis, ils dégorgent lentement. Du coup, ils écrètent les crues, première chose. Et deuxième chose, ils soutiennent les étiages, puisqu'ils se réessuient lentement, ils libèrent lentement l'eau entre deux pluies. Alors, c'est à la fois parce que l'eau a du mal à passer dans les sols, et donc, parce qu'il y a des trous, mais les trous sont pas forcément jointifs, donc l'eau est transitoirement retenue, mais c'est aussi parce qu'on va y revenir, l'eau est activement retenue par les sols, et il y a une fraction de l'eau qui met du temps à être arrachée, qui s'arrache pas trop.
Et alors la modification majeure du cycle de l'eau, c'est que non seulement maintenant vous avez un écoulement qui est lent, mais en réalité, pratiquement, alors ça dépend des écosystèmes, mais de 40 à 80% de l'eau ne repart pas par écoulement. Elle repart par évaporation. Ce qui était tout à fait mineur quand il pleuvait et que ça coulait. Il y avait un peu d'évaporation, mais bon. Là, comme l'eau reste, elle va s'évaporer, elle va s'évaporer de la surface du sol, mais elle va s'évaporer aussi par la transpiration des végétaux, c'est-à-dire le fait de passer du sol dans la sève, puis dans les feuilles où elle s'évapore. Et donc la somme de tout ça, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration, et l'évapotranspiration restitue à l'atmosphère 30 à 80% de l'eau, même 90% dans les écosystèmes tropicaux, ce qui fait que quand quand la nuit tombe le soir, sous les tropiques, il y a tellement d'eau qui est retournée dans l'air que la température s'abaissant un tout petit peu, vous avez les fameuses pluies du couchant. Il pleut quand le soleil se couche. Et c'est pas juste parce que l'atmosphère est triste de voir le soleil s'en aller, c'est juste que ça se refroidit un peu et ça se condense. Parce qu'il en est retourné énormément dans l'air. Alors évidemment, qu'est-ce qui retient l'eau? Et c'est l'autre point dont je vais vous parler. Je vous ai parlé du fait que les sols furent consubstantiels à la présence d'eau en milieu terrestre, en fait. Je vous ai dit ensuite que ça avait profondément modifié le cycle de l'eau. Où va l'eau après la pluie? Maintenant, je voudrais vous convaincre qu'il y a plusieurs facteurs qui retiennent l'eau dans les sols. Parce que, je l'ai déjà un petit peu dit, bien sûr, il y a le fait qu'il y a des trous dans les sols qui sont mal jointifs. Donc l'écoulement est lent. Donc il y a de l'eau qui est retenue juste parce qu'elle est en train de passer, mais elle met du temps à passer. Vous y êtes? C'est comme vous, quand vous faites la queue pour monter dans la bord du train, avec les foutus guichets là, qui sont foutus, vous faites la queue, bon, vous n'êtes pas retenu, vous circulez plus lentement. Mais il y a aussi de l'eau qui est retenue, comme le gars qui dans la queue n'a pas son billet et donc va être retenu de rentrer dans le train. Retenu par quoi? Eh bien par deux choses. D'abord, la matière organique du sol. La matière organique, c'est hydrophile. La plupart, alors pas toujours, mais l'essentiel de la matière organique, notamment tous les polysaccharides, la cellulose, des choses comme ça a de l'affinité pour l'eau, ça retient l'eau. Première chose. Or, dans les sols, il y a de la matière organique. En tout cas, il faudrait qu'il y en ait, parce que vous sentez que la quantité de matière organique est un des facteurs qui retient l'eau. Mais un sol avec et sans matière organique, vous n'avez que 10% de rétention d'eau en plus à tout casser. C'est une des choses, mais c'est pas tout. L'autre chose, c'est les pores. Alors, vous en avez parlé hier. Moi, je n'ai pas suivi ce qu'en a dit Ernst. C'était Conrad qui en a parlé, c'est ça? C'est toi qui en as parlé? Oui. Je ne sais pas tout ce que tu en as dit, mais bon, vous savez qu'il y a deux types de pores. Hein. Il y a ceux qui sont assez gros, qui retiennent pas trop l'eau. Donc là, elle s'écoule, même si elle s'écoule pas vite. Et ces pores-là, ils sont très importants plutôt pour l'oxygénation. Et puis, il y a les petits pores. Et les petits pores, ils sont assez petits pour retenir l'eau. Alors, si vous voulez vous faire une expérience très très simple, là, je pense qu'il y en a qui ont encore qui sont devant les écrans et qui ont un café devant eux. Vous prenez un Kleenex, vous le trempez dans le café, vous verrez, le café monte dans le Kleenex. Alors, ça vient de deux choses. Ça vient d'une part qu'effectivement, le Kleenex il est fait de cellulose qui est hydrophile, mais surtout, il est fait de plein de petits trous. Les trous entre les fibres de cellulose, enfin, entre les fibres de coton, ou les fibres de végétaux qui le constituent. Et puis aussi, il faut savoir que les fibres, c'est des cellules, et donc à l'intérieur, il y a un petit trou. Et ces tout petits trous sont capables d'attirer et de retenir l'eau, tellement qu'elle peut même monter contre la gravité. Bon. Donc, ce qui compte pour retenir l'eau, c'est les petits trous. C'est pas qu'il faille pas des gros trous aussi, parce que les gros trous, c'est ceux qui se vident après la pluie et qui vont permettre à l'air de passer, mais il faut des petits trous. Mais c'est pas le tout d'avoir des trous. Il faut qu'ils soient stables. Parce qu'un trou dans le sol, avec la gravité, il s'effondre. Qu'est-ce qu'on fait dans les mines pour éviter qu'elles s'effondrent? On étance. Oui, on étançonne, c'est le mot technique. On met du bois, on met des poutres en bois, on conforte avec de la matière organique. Alors, ok, on pourrait faire ça avec du métal aussi. Mais l'idée, c'est que la matière organique, elle a une autre fonction, c'est qu'elle est gluante, collante, poisseuse. Je veux dire, la morve ou le mucus des crustacés, c'est quand même quelque chose qui est l'état moyen de la matière organique dans le sol, surtout quand elle est hydratée. Et ça tient les morceaux ensemble. Et ça va permettre, quand on a des trous, que ces trous, ils se tiennent. Et ça, c'est l'autre rôle de la matière organique pour retenir l'eau, c'est que ça maintient les trous. Ok, ça fait des trous plus stables, parce que les composants qui sont au-dessus de la voûte du trou ne peuvent pas s'écrouler. Ils sont retenus entre eux. Voilà.
Donc, on sait pourquoi l'eau est retenue dans les sols, en plus d'y passer lentement, et on commence à comprendre que la matière organique fait partie des choses qui vont être importantes pour ça. Alors, vraiment, le sol, c'est une éponge. Alors, c'est une éponge qui finit par sécher, bien sûr, mais c'est une éponge. Et le cycle de l'eau a été profondément modifié par l'existence des sols. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à une série d'expériences qu'avait mené le CEMAGREF, qui maintenant s'appelle l'ISTREA, c'est ça? De toute façon, non, mais qui a fusionné avec l'INRA, sous le nom d'INRAE. Voilà. Merci, Olivier, de cette révision de l'incessante fuite en avant des instituts de recherche qui ont autant de mal à maintenir leur nom qu'à trouver du fric. Alors, donc, à Drex, il y avait un grand bassin expérimental dans les marnes, des marnes, ce qu'on appelle des badlands. C'est des endroits où, en fait, l'érosion est telle que la végétation n'arrive pas à s'installer. Et à Drex, ils ont fait des manips où ils ont essayé d'aider la végétation à s'installer. En faisant des petits niveaux, en plantant des arbres, et ils ont réussi à végétaliser des bassins versants en gardant des bassins versants, des petits bassins versants, des petites vallées de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres, en ayant des contrôles semblables. Et ils ont regardé à l'exutoire ce qu'ils avaient. Ils arrivent à écréter les crues de 90%. Parce que bien sûr, il se forme un sol sous cette végétation. Ils écrètent les crues de 90%, ils diminuent la charge solide transportée de 90%. Enfin, c'est des trucs énormes. On s'aperçoit que avec végétation et sol, on a vraiment le cycle habituel de l'eau et les circulations d'eau habituelles. Et par contre, sans ça ressemble pas du tout à l'environnement dont on a l'habitude. Ce fut pourtant l'environnement avant les sols. Bien, le sol, donc, c'est l'eau. Ça a complètement modifié le cycle de l'eau, et cette éponge et cet effet repose à la fois sur un frein du passage de l'eau et sur une rétention de l'eau qui est liée à la matière organique et aux petits trous. Qui fait des trous dans le sol? Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des trous, mais ils viennent d'où? Alors, il y a des trous, j'allais dire, minéraux. Quand vous avez des argiles, les argiles gonflent quand il pleut, puis elles se dégonflent après. Quand elles se dégonflent, d'ailleurs ces sols-là, ils font des craquelures, souvent quand il fait sec. Quand elles se dégonflent, ça fait des trous. Donc il y a des sols qui sont minéralement capables de faire des trous. Mais c'est anecdotique. Qui fait des trous dans le sol? Alors ça, c'est la très bonne réponse, mais je la veux pas. Il est tombé dedans quand il était petit. Alors, on pense d'emblée aux vers de terre. Alors, c'est pas bête, mais les vers de terre, ils font des gros trous. Ça nous aide pas. Enfin, ils font aussi des petits trous quand ils font caca, parce que quand ils font leur crotte, dans le turicule, on voit très bien que ils entassent ça, c'est pas très compacté, quoi. Et d'ailleurs, ça donne des grumeaux assez aérés. Donc, leur trou de galerie, c'est plutôt de la macroporosité, de la très grosse porosité, très connectée, donc en plus, ça retient pas beaucoup l'eau, l'eau elle circule vite là-dedans. Par contre, il y a les trous dans les crottes. Alors ça, les trous des crottes, ça commence à être des petits trous assez intéressants, mal connectés entre eux s'ils sont gros, voire petits. Oui, les vers de terre. Donc c'est une chose, mais moi j'aimerais des trucs qui se déplacent et qui sont plus petits. Vous y êtes ? Et là, je vais vous parler d'un groupe qui ne fait pas partie de notre vision du sol. Je dis notre vision pour ceux qui s'intéressent au sol et qui donc déjà ont une représentation des bactéries, des champignons et puis de la microfaune. C'est les amibes. Les amibes, on n'en parle jamais et pourtant elles ont des rôles absolument majeurs sur les cycles de la matière. Et aussi, parce que les amibes, elles font des trous. Oui, les amibes, vous savez, c'est des espèces de... ça ressemble un petit peu à un crachat déformable, quoi. C'est beaucoup plus gros que des bactéries, 10 à 100 fois plus gros que les bactéries. D'ailleurs, ça les mange, les bactéries, en se déformant et en emballant des bactéries. Ou encore, ça mange aussi de la matière organique éventuellement qui est là, qui est de petites particules. Mais surtout, tout ça se déplace. Donc ça se déplace en émettant des expansions, en ramenant la matière qui est derrière. Évidemment, en se déplaçant, il leur arrive d'écarter des obstacles. Et qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle? Un trou entouré de quelques sécrétions, c'est-à-dire un trou tapissé de matière organique. Et puis c'est un petit trou, parce que c'est un trou qui fait 100 microns, quoi, tout cassé. Et les amibes. Peut-être un jour on aura l'occasion de reparler de leur rôle dans les cycles de l'azote, mais en plus les amibes, c'est des choses sans lesquelles le cycle de l'azote tournerait à l'avantage des bactéries, sans lesquelles il n'y aurait plus de plantes. Donc plus de sol, donc plus de bactéries non plus. Les amibes, c'est vraiment des acteurs majeurs de la vie des sols. Et
Ils sont, de façon amusante, pas dans notre représentation collective. En tout cas, voilà des agents de petits trous. Et puis alors, la bonne réponse, c'était, d'une façon générale, les plantes. Parce que il y a des sols sans vers de terre en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, les vers de terre, ils sont invasifs. D'ailleurs, ils foutent un bordel considérable. Et puis en forêt, il n'y a pas beaucoup de vers de terre, il n'y a pas beaucoup de microphones. Et en fait, comme il n'y a pas beaucoup de bactéries dans les sols forestiers très acides, pas beaucoup d'amibes non plus. Et il a qui fait des trous. Et bien effectivement, les plantes font des racines. Ces racines, elles vont partout. L'essentiel des racines des plantes, c'est des toutes petites racines fines. Et ces petites racines fines, d'abord, elles sont partout dans le sol. Deuxièmement, elles libèrent par des fuites ou par des sécrétions qui leur permettent de modifier le sol et de modifier les bactéries présentes. Elles libèrent plein de matière organique. C'est ce qu'on appelle la rhizodéposition, qui peut atteindre 40% de la photosynthèse. Usuellement, on est plutôt à 10-20%. C'est des molécules qui sont libérées là, donc ça libère de la matière organique. Et puis finalement, ça meurt, les racines fines. Parce que quand ça a exploité le milieu, soit ça devient une plus grosse racine, mais toutes les petites racines fines ne deviennent pas une grosse racine fine, une grosse racine, parce que les racines continueront à croître en aval. Il y a une partie des racines fines qui ne deviendra jamais grande, qui va mourir. Seules quelques-unes deviendront des gros axes de circulation, parce que le chevelu racinaire se développera en aval. Donc la plupart, elles meurent. Quand elles meurent, elles sont bouffées. Et donc il y a de la matière qui disparaît et ça fait un trou. Alors un trou qui est certes assez linéaire, donc qui retient pas beaucoup l'eau, mais qui en fait est souvent assez petit parce que ça s'effondre quand même autour. Et donc ça, c'est de la porosité intéressante pour faire des trous. Et qui fait des trous encore? Alors un autre animal, qui est d'ailleurs le prédateur majeur et qu'on oublie tout le temps des écosystèmes agricoles. C'est lui qui consomme l'essentiel de la biomasse des écosystèmes agricoles. L'homme. Oui, c'est une réponse un peu difficile, je sais. Il n'y en a pas beaucoup dans cette salle à cause des... Ça vous aurait aidé si on était à touche-touche, mais là on n'est pas à touche-touche, donc... oui, c'est nous. Et nous on fait des trous, ça s'appelle le labour. Enfin, ça s'est appelé l'araire, mais c'est aussi le labour. Alors, le labour, c'est l'exemple du trou de merde. Pourquoi? Parce que c'est un trou, oui, mais d'abord, souvent, c'est un trou assez gros, c'est pas de la microporosité, donc pour l'eau, ça va pas nous aider. Et deux, c'est un trou qui n'est pas consolidé par la matière organique, donc il s'effondre. Donc, si tu laboures demain, je suis sûr que tu devras labourer après-demain pour refaire des trous. Et c'est le début d'une dépendance. Alors, c'est plus compliqué, le labour. Ça a des avantages à court terme, mais ça a aussi de très nombreux autres désavantages à long terme. Et sauf cas particulier, car il n'y a pas de règle générale qui soit vraie, méditez cette phrase, qui est une règle générale. Plus sérieusement, il y a peut-être des cas où il faudra labourer. Il y a peut-être des sols qui, au moins transitoirement, nécessiteront de temps en temps un labour. Mais le fait est que, globalement, le labour à long terme, c'est dangereux. Et une des raisons pour lesquelles c'est dangereux, c'est parce que ça aère le sol, donc il y a plus de respiration, donc il y a moins de matière organique. Or, on l'a vu, elle est très, très importante pour notre eau. Et dernière chose, ça fait des trous pas stables. On est obligé de repasser après. Voilà l'origine des trous. Les gros et les petits, et puis les bons et les mauvais. Les mauvais, c'est ceux qui ne sont pas confortés de matière organique pour être stables. Peut-on... Alors, vous voyez que, entre parenthèses, on voit très bien ici que, comme les racines font des trous et injectent de la matière organique, ah oui, parce que quand elles meurent, ou quand elles font de la rhizodéposition et de la matière organique, les racines aident à stocker de l'eau. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, oui, quand vous faites de la vigne enherbée, oui, quand vous avez des couverts entre des plantes que vous récoltez par ailleurs, il y a de la concurrence pour l'eau, mais il y a plus d'eau au total. Et j'aurais terminé en me posant la question, comment augmenter le stock d'eau? C'est-à-dire comment faire pour qu'il y ait plus d'eau. Alors on devine qu'il faut qu'il y ait de la matière organique, on devine qu'il faut qu'il y ait de la vie dans les sols parce qu'elle fait des trous, on devine qu'il faut des couverts végétaux parce qu'ils font des trous, mais dans le genre avoir une ressource en eau plus étendue, je pense qu'il faut aussi penser à aller chercher l'eau plus en profondeur aussi, et pas simplement dans les zones superficielles d'enracinement de plantes annuelles ou d'arbustes. Et je suis en train de penser à quoi là? Alain, un moyen d'aller chercher l'eau plus en profondeur? Moi, je ne connais que les mycorhizes, mais tu sais, je suis pas allé loin. Bon, c'est une question un peu difficile pour Alain, parce que la réponse est l'agroforesterie.
Ben non, j'ai bien répondu du coup. Bon, oui, si, il y a des mycorhizes, t'as raison, mais il y en a partout de toute façon. Non, le truc, c'est d'avoir une exploitation du profil de sol qui va chercher l'eau, certes, dans les couches les plus superficielles avec des racines de plantes annuelles ou de plantes plus enracinées profondément, mais comme des arbustes, de la lavande par exemple, et qui vont pas forcément très très loin, plus des arbres qui, eux, vont chercher beaucoup plus loin. Et l'intérêt des arbres dans le dispositif, c'est d'augmenter la zone de sol explorée et, par leur évaporation, de créer des microclimats qui, dans les étés très chauds qu'on a actuellement, peuvent, et font aussi écran contre le vent, ça peut aider à limiter des effets desséchants. Bon. Mais il y a une dernière chose sur laquelle je voulais attirer votre attention à propos de l'intérêt d'avoir des enracinements profonds à côté d'enracinements plus superficiels, et là je vais parler de mycorhizes et j'en aurai fini, c'est que il y a un mécanisme qu'on appelle l'ascenseur hydrique. L'ascenseur hydrique, c'est le fait que quand une plante va chercher de l'eau en profondeur et que cette eau remonte, elle passe dans des étages du système racinaire qui sont en présence d'un sol plus sec, et il y a une partie qui refuit dehors. Bien plus, il y a une partie qui va servir à nourrir les champignons mycorhiziens. Et dans certains cas, les champignons mycorhiziens de surface sont nourris en eau par la plante qui a pris de l'eau plus en profondeur. Et comme ils ont de l'eau, ces champignons, et qui sont connectés éventuellement à d'autres plantes, notamment celles qui sont enracinées superficiellement, ils sont, en plus de l'eau qui fuit dans le sol, ils sont des voies plus directes pour que cette eau remontée de profondeur par l'ascenseur hydrique, qui est le système racinaire de l'arbre, pour que cette eau, disais-je, aille vers des plantes à enracinement superficiel. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans certains cas, les réseaux mycorhiziens approvisionnent en eau certaines plantes, notamment celles qui, à un moment, quand le sol est sec en surface, transitoirement, n'ont pas accès à l'eau de profondeur. Alors ça veut dire que si vous labourez, évidemment, vous foutez en l'air tout le réseau mycorhizien et vous avez perdu cette possibilité-là. Et c'est à méditer. Je vous ai dit que le sol, c'était l'eau, que le sol modifiait le cycle de l'eau. On a étudié un petit peu ensemble le rôle de la matière organique et des trous dans cette histoire-là, qui se cache derrière ce que je disais juste avant. Et puis on a vu ce qui faisait les trous, et on a appelé indésirables les trous issus du labour, même si on laisse une porte ouverte au labour dans certaines conditions particulières. Il n'y a pas de règle générale. En agriculture, si vous croyez au terroir, vous ne pouvez pas dire « il faut toujours faire ça ». Et dernière chose, nous avons vu que finalement, des gestes agriculturaux classiques, comme qu'est-ce qu'on plante, ou comment on travaille le sol, peuvent permettre d'augmenter la disponibilité en eau. Et une spéciale dédicace pour Alain, donc agroforesterie. Je t'écrirai le mot sur un papier pour après. L'agroforesterie est un des moyens justement de féconder de trouver des synergies pour avoir plus d'eau à un endroit donné. Voilà. Merci beaucoup, Marc-André. Merci beaucoup, bon appétit. Les cerises sont ici pour ta clarté, ta ponctualité, ta vitalité aussi. Et puis toutes les pistes que tu continues à ouvrir et ce vibrant plaidoyer pour l'agroécologie, dont l'agroforesterie, dont on ne te remerciera jamais assez. Et qu'on retrouvera dans mon livre Apparaître en septembre sur le sol. L'origine du monde. On en reparlera en temps et en heure. L'origine du monde chez Actes Sud, probablement, n'est-ce pas, en septembre. Merci beaucoup, en tout cas.